Tant la région flamande que la région wallonne ont continué à à octroyer des licences. Pour la région wallonne, c'était au mois de novembre et on parle de 14 tonnes de poudre. En temps de guerre, c'est difficile donc, de continuer à dire que ces armes ne vont pas être utilisées par les forces armées israéliennes. Il y a quand même des suspicions, si on peut encore parler de suspicions, mais on est obligé tant qu'il n'y a pas eu de jugement, mais suspicions de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, et maintenant la Cour internationale de justice, depuis le mois de janvier, a estimé que les risques étaient assez sérieux pour envisager des risques de génocide à Gaza. Et donc, vu ces trois crimes de droit international, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide, qui sont cumulés maintenant, ou potentiellement cumulés, parce qu'il n'y a pas eu de vérité à nouveau judiciaire sur ces questions, par Israël, la Belgique a le devoir de faire quelque chose pour ne pas aider la commission de cette violation du droit international humanitaire par Israël. Bienvenue dans Tinker Jaune pour la dernière émission. Donc ça fait plus d'1 an qu'on se retrouve, qu'on a plaisir à partager avec vous et à creuser des sujets de l'actualité ou pas, pour essayer de comprendre le monde, pour essayer de susciter le débat, pour essayer de faire vivre la démocratie. Donc évidemment, on ne vous demandera jamais rien. Par contre, si vous pouvez partager, liker et commenter nos sujets, ça nous ferait vraiment plaisir. C'est notre but, c'est vraiment de nourrir le débat démocratique. On n'a pas trop abordé les sujets d'actualité en général, mais quand même depuis 2 ans, on est confronté à de plus en plus de conflits dans le monde. On sent qu'il y a vraiment une bascule, des changements profonds qui s'opèrent au niveau géopolitique. Et je crois qu'on en parle beaucoup dans les médias et on commet tous l'erreur, je pense, de vouloir prendre parti, de vouloir s'impliquer dans des régions du monde où on maîtrise très peu les enjeux en fait. Et je crois que la bonne manière d'aborder ces questions en tant que citoyen, c'est d'abord de voir quelle est, dans une démocratie donc, d'abord quels sont les intérêts de notre pays, de nos intérêts à nous en tant que peuple, et aussi éventuellement voir comment on peut contribuer à la paix dans le monde de manière modeste. Et à ce niveau-là, je crois qu'il faut vraiment dire que des pays comme la Belgique ont vraiment un rôle à jouer, au niveau diplomatique peut-être, mais aussi parce que dans des pays comme la Belgique, la France, ce sont des grands constructeurs d'armes. Donc on voulait aborder aujourd'hui le conflit à Gaza sous cet angle-là, sous l'angle du transport d'armes par la Belgique et de la production d'armes par la Belgique dans cette région du monde, donc évidemment principalement vers Israël. Donc pour ça, aujourd'hui, on a invité Samuel Legros. Bonjour. Bonjour. Donc tu es licencié en sciences politiques et tu fais partie du CNAPD. Oui. Donc tu me rappelles ce que c'est le CNAPD? Donc CNAPD, ça veut dire Coordination Nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie. Voilà. Donc coordination, ça veut dire que c'est un ensemble d'organisations qui se regroupent à l'intérieur de la CNAPD pour porter des questions de paix et de démocratie de manière relativement générale dans l'espace public. Voilà. Et tu voulais ajouter quelque chose pour ta présentation personnelle? Oui, donc à l'intérieur de la CNAPD, moi je suis en charge de la recherche et du plaidoyer politique. Ça fait maintenant 14 ans que je travaille à la CNAPD. C'était mon premier emploi militant, on va dire. Avant ça, j'étais dans le milieu académique. Voilà, je pense que... Oui, c'est bien, enfin voilà. On te demandera pas tout de suite combien d'enfants tu as, ni rien. J'en ai. Voilà. Donc première question rituelle qu'on pose d'habitude. Donc c'est un média fait par les Gilets jaunes. Quelle a été ta perception de ce mouvement-là? Qu'est-ce que tu as à en dire? Ouais, donc nous, on n'a pas vraiment eu de lien avec les Gilets jaunes au moment, je veux dire, où ils faisaient vraiment l'actualité. Par contre, on a suivi le mouvement pour beaucoup de raisons. D'abord, donc dans le CNAPD, le D veut dire démocratie, et donc on envisageait les Gilets jaunes, et c'est comme ça qu'ils se présentaient, je pense que c'était la réalité, comme une volonté de réappropriation populaire du pouvoir politique. Et donc ça nous apparaissait intéressant qu'en dehors du temps électoral, en dehors de la structure classique de la démocratie représentative, il y ait des personnes, des travailleurs, des travailleuses qui se rassemblent et qui prennent possession de l'espace public pour revendiquer des choses.
Donc ça c'est pour ça qu'on a suivi les Gilets jaunes, et aussi on a suivi les Gilets jaunes quand on a vu la répression dont ils ont été victimes avec Emmanuel Macron, notamment avec toute la polémique sur l'achat de je sais plus comment on appelle ces projectiles de maintien de l'ordre qu'il avait commandé expressément. Ouais, les flashballs. Flashball, exactement. Pour réprimer en fait l'expression des Gilets jaunes. Donc tout ça, c'est deux facettes qui nous ont poussé à suivre, à nous intéresser à la question des Gilets jaunes. Maintenant, on a vu aussi dans la presse qu'un groupe de Gilets jaunes n'est pas l'autre groupe de Gilets jaunes, donc il y a eu de la stigmatisation aussi, peut-être un peu de récupération politique dans la suite du mouvement, mais nous on reste vraiment avec la perspective qui est la vôtre, je pense, des Gilets jaunes au moment où les manifestations ont commencé après la déclaration de Macron sur la taxe carburant, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais voilà. Il y a déjà quelque chose qui m'interpelle dans ton CV. Donc tu fais partie du CNAPD, c'est une ONG, et tu as dit que tu fais du plaidoyer. Donc déjà, peut-être rappeler que le CNAPD, c'est pas le CADTM, c'est pas le CNCD. Ouais, c'est pas beaucoup d'autres organisations. Moi, vraiment, dans mon esprit, j'ai plus ou moins l'habitude d'entendre ces mots-là, et vraiment, dans ma tête, c'était la même chose, quoi. Ok, mais CADTM et CNCD, c'est peut-être parce que toi ou votre groupe, vous êtes plus internationaliste, mais je pense pas que ce sont des acronymes qui parlent directement aux personnes qui s'intéressent à la chose publique. Si on reste concentré sur la scène belgo-belge, par exemple, c'est pas à ces associations-là qu'on va penser. Mais du coup, le CNCD et la CNAPD ont une origine commune, puisque ce sont des associations du CNCD qui ont créé le CNAPD à l'époque. Et donc le CNCD, ça veut dire Centre National de Coopération au Développement. Donc le nom complet, c'est CNCD 11-11-11, qui est en fait une coupole comme la CNAPD, mais qui est une coupole qui s'occupe des questions de solidarité internationale et de coopération au développement. Oui, c'est ça. Et en fait, il y a des associations membres du CNCD de l'époque. Donc la CNAPD, elle a 54 ans maintenant. Et donc il y a 54 ans, en fait, il y a des associations du CNCD qui ont estimé qu'il fallait créer autre chose parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la manière dont le CNCD travaillait, voyait les choses à ce moment-là. On était dans une période totalement différente, avec question de ouais, c'est les années 70. C'est ça, ouais. Donc des périodes de décolonisation, mais très fraîche décolonisation, donc avec peut-être encore des réflexes un peu paternalistes à ce moment-là. Donc le CNAPD a été créé finalement un peu contre le CNCD au moment de sa création. Et puis au fur et à mesure, voilà, les choses sont rentrées. Les associations membres de la CNAPD ont continué, je pense, à travailler au CNCD. Et puis le CNCD est revenu dans le droit chemin de leur point de vue à eux à ce moment-là. Et donc le CNAPD est devenu la CNAPD, donc avec la démocratie. Avant c'était le développement, le D de développement. Maintenant, depuis le début des années 90, c'est le D de démocratie. Et donc voilà, c'est depuis ce moment-là que la CNAPD, on va dire, s'est concentrée sur les questions de paix, de non-violence, et aussi de démocratie et de citoyenneté. Oui, et alors tu as le CDTM qui s'occupe spécifiquement de la problématique de la dette. Oui, tout à fait, mais avec des répercussions sur les questions liées travaillées par le CNCD et avec des répercussions par les questions travaillées par la CNAPD forcément, et la CNAPD travaille aussi avec le CNCD, donc toutes ces associations travaillent ensemble. Mais chacune dans leur spécificité. Et donc CADTM, ça voulait dire à l'époque Comité pour l'abolition de la dette du tiers-monde. Maintenant, ils ont changé de nom, même s'ils n'ont pas changé l'acronyme. Maintenant, ça veut dire Comité pour l'annulation des dettes illégitimes. Donc c'est pour extraire en fait la question du tiers-monde qui est totalement dépassé, enfin le concept de tiers-monde qui est dépassé maintenant. Et donc ouais, effectivement, eux, ils travaillent la solidarité internationale, mais sur les questions des dettes publiques et des dettes privées, quoi. Ouais, c'est ça. Aussi de pays européens ou pas? Depuis la Grèce, essentiellement, ouais. Depuis les plans de restructuration, parce qu'on commence à rentrer dans le tiers-monde aussi. Effectivement, la Grèce, l'Espagne, tous les pays du Sud, le Portugal aussi, ils ont eu des sérieuses difficultés. Donc effectivement, le CADTM a commencé à beaucoup travailler, notamment sur la Grèce à l'époque. Avec, ouais. Et donc tu peux nous expliquer ce qu'est ton travail au sein du CNAPD? Donc tu parles de plaidoyer. Oui, donc je fais de la recherche et du plaidoyer politique. Donc la recherche, ça c'est vraiment regarder de la matière, essayer de la synthétiser avec toujours un point de vue pacifiste, celui de la CNAPD. Et le plaidoyer politique, en fait, c'est l'idée de porter les questions qui sont traitées par la CNAPD dans l'espace public auprès des citoyens. Donc en fait, la CNAPD a 3 missions. Elle a une mission de sensibilisation, une mission d'information et de formation et une mission de mobilisation.
Donc on sensibilise l'opinion publique sur les questions liées à la paix et à la démocratie, mais on forme et on informe aussi et on mobilise donc dans l'espace public pour atteindre des objectifs qui sont des objectifs très lointains, qui s'expriment par des choses plus ponctuelles, mais pour en fait travailler un autre modèle de société qui soit basé sur la culture de paix, pas sur la culture de guerre comme notre société actuelle. Et donc voilà, mon travail se décline dans potentiellement beaucoup de thématiques, mais mon travail au quotidien, c'est essentiellement le transit et l'exportation, enfin le commerce des armes légères, la question de l'autodétermination des peuples, donc la Palestine, le Sahara occidental et toutes les populations qui sont dans un processus d'autodétermination. La question des raisons des conflits, donc avoir tout un travail sur expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des conflits, essayer de comprendre les logiques sous-jacentes. Seulement au niveau géopolitique ou économique Il y a des questions ça dépend en fait à quel public on dialogue, mais il y a des questions géopolitiques essentiellement avec, on va dire, les politiques et les médias, mais il y a aussi des questions plus liées aux causes fondamentales de la violence, donc la lutte contre la pauvreté, dérèglement climatique, ça c'est les causes vraiment fondamentales de la violence. Donc il y a tout un travail aussi pour essayer de montrer qu'en fait la guerre ou les violences en général s'expliquent d'abord par l'exclusion socio-économique, et donc essayer de changer la lorgnette, mais donc là c'est plus de la sensibilisation auprès de l'opinion publique, quoi. Voilà, je travaille aussi beaucoup sur l'OTAN. Oui, une petite parenthèse, s'il y a eu des grosses tensions dans les années 30 et maintenant, c'est peut-être pas par hasard. C'est ça que tu veux dire. Dans le sens, enfin, tu disais que les guerres sont souvent expliquées par un contexte socio-économique dégradé, quoi. Ouais. Années 30 comme maintenant, je veux dire, c'est pas... Ouais, tout à fait. Toutes les guerres, en fait, elles sont rendues possibles ou elles s'accélèrent dans des contextes d'exclusion ou de fort déséquilibre socio-économique, quoi. Ouais. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé, tu disais. Voilà, donc donc je travaille aussi beaucoup sur l'OTAN, sur la question des armes nucléaires, sur la question des guerres dans le monde, mais aussi plus particulièrement celle dans laquelle la Belgique est partie prenante. Voilà, en fait, ça c'est l'essentiel de mon travail. Donc une ONG, donc c'est un organisme subsidié par l'État, en fait, c'est ça? Oui. Donc la CNAPD est financée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bon, en fait, je ne sais pas s'il faut rentrer dans les détails techniques, mais il y a différentes sortes de reconnaissance. La CNAPD est subsidiée comme organisation de jeunesse, c'est-à-dire que pour percevoir nos subsides et pour justifier les subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles, soit on fait de l'éducation permanente, soit on est organisation de jeunesse, soit on est une association de solidarité internationale de coopération au développement. Donc nous, on est organisation de jeunesse et à ce titre-là, on a des obligations décrétales qu'on fait avec plaisir puisque c'est nos missions, notamment de s'adresser plus particulièrement aux jeunes et aux encadrants de jeunes. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'outils pédagogiques sur toutes les questions travaillées par la CNAPD. Et qu'on a dans l'équipe de la CNAPD des personnes qui occupent leur temps de travail à faire des animations et des formations dans les écoles, vers les groupes de jeunes, à des encadrants de jeunes, etc., etc. Oui, je vous encourage d'ailleurs à aller sur le site de la CNAPD.be. Effectivement, on voit que c'est très soigné, quoi, que vraiment la présentation est assez ludique et tout. Donc en fait... c'est les citoyens qui vous payent, donc... C'est les citoyens qui nous payent. Mais en tout cas, pour des missions comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va être con pour la guerre, en fait. Bah, j'espère. Après, la question du financement des pouvoirs publics, c'est potentiellement un moyen de pression aussi que nous on n'a pas directement vécu, même si on touche à des problématiques quand même très sensibles, notamment l'exportation des armes de la région wallonne, donc les licences d'exploitation de la région wallonne vers le reste du monde en fait, qui sont quand même cette thématique-là en particulier, une thématique qui met en difficulté les partis politiques. On n'a jamais eu du chantage aux subsides. Par contre, il y a des associations partenaires, notamment en Flandre, dans le contexte actuel avec Israël et Gaza, dont les subsides sont menacés. Parce qu'on peut faire des liens avec le travail et une forme d'apologie du terrorisme, par exemple. On pourrait faire d'autres liens, mais voilà, comme le Hamas commet des actes terroristes, on peut faire un lien qui n'existe pas pour ces associations dont je parle, mais on peut faire un lien discursif entre la condamnation de l'agression israélienne et une forme d'acceptation des actes du Hamas. Et donc par ce biais-là, on peut insinuer des choses qui sont inexactes, mais sur lesquelles on peut en fait mettre une pression quand même assez forte sur les subsides que l'association a besoin, dont l'association a besoin pour travailler.
Ça ne nous est pas arrivé à la CNAPD, et la CNAPD, en fait, comme je le disais, c'est une plateforme d'associations, donc il y a 36 associations membres. Et donc les associations membres de la CNAPD ne partagent pas peut-être directement le travail ou les objectifs vraiment les plus profonds de la CNAPD, mais elles travaillent ensemble pour faire vivre la CNAPD et pour pas qu'elle dévie des objectifs qui ont expliqué sa création, quoi. Oui, j'imagine que ça fonctionne avec une AG qui donne les grandes orientations, genre une fois par an ou quoi. C'est ça, 2 fois par an. Il y a une assemblée générale qui réunit les 36 associations membres. Et puis il y a l'organe d'administration maintenant, il faut dire. Avant on disait conseil d'administration, mais la loi a changé. Et donc là, c'est 14 associations membres de la CNAPD qui sont représentées. Et c'est de toute la diversité des familles politiques progressistes en Belgique. Donc il y a des jeunesses politiques, il y a des associations qui sont proches d'un pilier politique historique, des associations qui travaillent directement sur les questions de paix et tout ça. Et donc toutes ces associations se regroupent pour essayer et pour parvenir en fait à apporter une voix commune dans laquelle ils peuvent se retrouver, quoi. Oui, évidemment vous êtes apolitique, ça je crois que... On est apartisan, mais on fait que de la politique. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. On va rentrer sur le fond du dossier. Donc on avait promis qu'on allait parler de la guerre. Oui, on dit Gaza, mais en fait c'est Israël-Palestine. Déjà revenir sur le fait. Donc moi je me rappelle, je suis l'actualité de loin. Qu'il y a 10-20 ans, il y avait toute une polémique avec les licences des exploitations d'armes qui ont été régionalisées, je crois. Oui. Donc tu peux rappeler. Ok, donc en fait la compétence pour l'octroi des permis donc on appelle ça une licence d'exportation, donc l'octroi des permis pour exporter du matériel militaire, ça c'est une compétence qui est totalement régionalisée. Donc pour le cas de la région wallonne par exemple, c'est le ministre-président wallon qui décide tout seul, sans aucun contrôle a priori parlementaire ni d'un autre ministère. Donc le ministre-président a un pouvoir totalement discrétionnaire pour décider d'octroyer ou de refuser une licence d'exportation d'un matériel militaire. Et donc la région wallonne a des entreprises forcément d'armement sur son territoire. La région Bruxelles-Capitale a des entreprises d'armement sur son territoire, et la région flamande a des entreprises d'armement sur son territoire aussi. Donc pour toutes ces entreprises doivent demander au gouvernement, enfin en général au ministre-président de la région dans laquelle ils travaillent, un permis pour exporter un matériel militaire. Alors, normalement, et jusqu'à preuve du contraire, c'est supposé être le cas, les régions ne font pas n'importe quoi, elles doivent s'inscrire à l'intérieur de la politique internationale de la Belgique. Et ça, c'est une compétence fédérale. Ça veut dire que c'est le ministre ou la ministre des Affaires étrangères qui rappelle la manière dont la Belgique entend avoir des relations avec tel et tel pays dans le monde. Et normalement, les 3 régions, donc Wallonie, Bruxelles-Capitale et la Flandre, doivent prendre ça en considération dans l'analyse qu'elles font de la possibilité ou pas d'octroyer une licence. Oui, bien sûr. Oui, donc il faut un minimum de coordination et pas que les Bruxellois ou les Wallons fassent n'importe quoi par rapport à ce qui est décidé au niveau fédéral de la politique extérieure à suivre du pays, quoi. Ça reste la théorie, parce que si on prend un cas concret, par exemple celui de l'Arabie Saoudite, qui a mené une coalition internationale contre le Yémen. Dans le cas de l'Arabie Saoudite, en fait, il y a eu une résolution, il y a même eu plusieurs résolutions du Parlement fédéral demandant en fait aux régions de s'abstenir d'envoyer des armes à l'Arabie Saoudite. Donc c'est pas une position du gouvernement belge, mais c'est quand même une position du pouvoir législatif qui concerne la politique extérieure. Et voilà, ça fait pas débat. Donc je sais que le ministre des Affaires étrangères à l'époque a quand même envoyé beaucoup de communiqués qui étaient un peu prudents vis-à-vis de l'Arabie Saoudite et de la manière dont elle faisait la guerre au Yémen. Ça n'a pas empêché la région wallonne que l'Arabie Saoudite reste la première cliente de la région wallonne pendant de nombreuses années, quoi. Oui. Enfin, des entreprises de la région wallonne. Hein. Il y en a et de la région wallonne en général, puisque quand on regarde les comptes, je dis la région wallonne parce que c'est dans le nombre de licences accordées par les ministres-présidents wallons, la somme de la majorité, la grosse majorité, en termes de valeur monétaire, c'était pour l'Arabie Saoudite jusqu'il n'y a pas tellement longtemps. Plus particulièrement par rapport à Israël, je crois que ça fait depuis 2009 qu'on ne peut plus exporter des armes vers Israël, c'est ça ?
Alors oui, mais encore une fois, il y a un fossé entre la théorie et la pratique. Donc en fait, en 2000, il y a eu de nombreuses opérations militaires israéliennes à Gaza. En 2009, elle s'appelait Plomb durci et elle était déjà impressionnante dans ses proportions. Elle a duré moins longtemps que l'opération actuelle, mais donc l'opération Plomb durci a suscité quand même beaucoup d'émoi ici en Belgique, et donc le ministre des Affaires étrangères de l'époque, s'appelait Karel de Gucht, un libéral flamand, a réuni un comité de concertation. En Belgique, en fait, ça réunit les différentes parties prenantes institutionnelles qui sont en charge d'une matière. Et donc là, en l'occurrence, l'exportation d'armes, ce sont les régions. Avec une coordination au niveau du fédéral, et donc le ministère des Affaires étrangères a réuni ce comité de concertation qui a débouché sur l'interdiction officielle d'exporter des armes vers les forces armées israéliennes. En fait, dans le communiqué, enfin la décision dit que les régions doivent s'abstenir d'envoyer du matériel militaire qui changerait la position des forces en présence. Donc c'est pour dire que ça concernait aussi Gaza, mais il n'y a aucune arme, enfin Gaza et la Palestine, mais il n'y a aucune arme qui part vers Gaza ou la Palestine depuis la Belgique, qui n'est jamais une partie d'ailleurs. Donc ça concerne les forces armées israéliennes. Or depuis, donc ça c'est 2009, Plomb durci, donc il y a 15 ans maintenant. Depuis 2009, en fait, ni la région flamande, ni la région de Bruxelles-Capitale, ni la région wallonne n'ont jamais cessé d'exporter des armes vers Israël. Ce qu'il y a, c'est qu'officiellement, ces armes n'allaient pas vers les forces armées israéliennes, elles allaient vers des entreprises israéliennes. Et même après le 7 octobre 2023, donc je veux dire le 7 octobre, c'est le moment de l'attaque terroriste du Hamas. Donc quand je dis après le 7 octobre, c'est pour cibler l'intervention militaire israélienne. Donc on ne parle pas ici des événements du Hamas, puisque ce n'est pas le sujet. Donc depuis le 7 octobre, tant la région flamande que la région wallonne ont octroyé des licences à Israël. Donc de nouveau pas aux forces armées, mais à Israël quand même. Des nouvelles licences. Des nouvelles licences, ouais. Alors que donc quelques jours après le 7 octobre, on savait bien qu'Israël voulait intervenir, même si je crois qu'ils ont attendu un mois avant d'aller de faire entrer des troupes, je crois. Ouais, mais l'intervention avait déjà commencé. Hein, ouais, donc ils ont attendu avant l'intervention terrestre, mais il y avait déjà des bombardements et tout ça. Oui, c'est vrai. Dans la foulée du 7 octobre, je crois que ça a commencé. Le 7 octobre, c'est un samedi, si je me souviens bien. Ça a commencé dans la semaine qui a suivi. Mais on devrait effectivement pas dire depuis le 7 octobre, mais depuis le moment où Israël a effectivement démontré son intention, ou bien a éclairé un petit peu sur ses objectifs militaires, quoi. Donc depuis lors, en fait, tant la région flamande que la région wallonne ont continué à à octroyer des licences. Pour les régions wallonnes, c'était au mois de novembre, et on parle de 14 tonnes de poudre. Et donc, en temps de guerre, c'est difficile donc de continuer à dire que ces armes ne vont pas être utilisées par les forces armées israéliennes. Et surtout, en fait, on n'en sait rien. Il n'y a personne, il n'y a pas le ministre-président wallon qui s'est dit, bon, pour être sûr que les tonnes de poudre dont j'ai autorisé l'exportation vers Israël n'est pas utilisée ou n'est pas réquisitionnée par l'armée israélienne, je vais dépêcher une mission là-bas pour aller vérifier que, effectivement, les poudres ont été transformées en munitions et que ces munitions sont reparties à l'extérieur d'Israël. Oui, parce que ça pourrait être pour les feux d'artifice du Nouvel An aussi. Non. C'est des poudres à destination, à l'usage militaire. C'est pour une société qui s'appelle IMI, qui est une filiale de Elbit Systems. Elbit Systems, qui est une des grosses entreprises israéliennes. Oui, tu veux dire que ça va vers une entreprise israélienne, mais peut-être que cette entreprise israélienne revend à d'autres pays. Voilà, donc c'est ça. Ça, c'est ce qui est avéré, et c'est ce qu'on doit croire jusqu'à être preuve du contraire. Oui, et c'est la position en fait de la région wallonne et de la région flamande et de la région Bruxelles-Capitale depuis 2009, et donc depuis l'interdiction, c'est de dire qu'en fait ce matériel, c'est du matériel militaire, mais il est destiné à la réexportation systématique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la question de l'utilisateur final. Mais c'est déjà très difficile à vérifier qu'effectivement c'est l'utilisateur final qui va réceptionner l'ensemble du matériel qui a été transformé en Israël, mais particulièrement en temps de guerre où Israël a besoin d'un flux constant de matériel militaire pour pouvoir continuer son intervention. Il a besoin de munitions, il a besoin d'obus, il a parfois besoin de pièces de rechange parce qu'il y a des choses qui sont endommagées sur le théâtre des opérations et tout ça. Donc tout ça, ça doit être assuré. On voit la même chose avec toutes les discussions autour du soutien militaire à l'Ukraine. Donc il y a des difficultés parce que c'est un flux tendu, quoi. Comme c'est consommé
directement, Oui. il faut continuer à vendre. Et donc ces 14 tonnes, je ne sais pas combien ça représente de douilles, mais ça représente quand même un sacré paquet. On peut quand même se poser la question de savoir si Israël se demanderait pas si elle réquisitionnerait ce matériel pour ne pas devoir aller l'acheter et attendre un délai supplémentaire, quoi. C'est une question tout à fait légitime, me semble-t-il en tout cas. Mais l'argument des autorités, et c'est jusqu'à preuve du contraire, parce que personne n'a accès à l'information en fait, si ce n'est le ministre-président wallon et quelques autres personnes, en fait on est obligé de les croire sur parole. Donc nous, la seule chose qu'on peut faire dans un premier temps, en tout cas, c'est susciter le doute, quoi. Oui, peut-être recourir à Transparentia, puisque on est censé pouvoir avoir accès à ce genre d'informations. Oui, en fait, c'est un sujet sur lequel on peut parler aussi, mais donc la CNAPD avec la Ligue des droits humains et deux autres associations par après, donc Vrai Deux Axis et Amnesty International Belgique francophone, on a multiplié les procédures judiciaires et administratives en ce qui concerne l'exportation d'armes vers l'Arabie Saoudite depuis le début de l'intervention au Yémen. Et malgré ça, les informations, on les a pas, on en a un petit peu, mais elles sont vraiment très très réduites, les informations qui nous sont données par l'autorité judiciaire, alors qu'on est, partie civile quelque part. Donc normalement, le fait d'être partie prenante à un procès, ça nous donne droit à un accès plus fourni à l'information. Malgré ça, cette information reste quand même difficilement accessible. Et donc on a démultiplié aussi les procédures pour avoir accès aux documents administratifs. Il y a plusieurs organes en Belgique qui permettent de demander, d'obliger en fait l'autorité, donc les ministres, à donner des accès aux documents pour des questions de transparence et des questions de démocratie. Et sur ces questions-là, rien du tout, quoi. Donc, on est passé dans toutes les voies possibles. Oui, et en donc plus, Transparentia ne pourra pas faire grand-chose, à mon avis. Vous n'êtes pas des simples citoyens, donc c'est vrai que quand on parlait des ONG, on peut rappeler que donc, dans le système démocratique représentatif à la Belge, les ONG et les syndicats, c'est ce qu'on appelle la société civile. Oui. C'est une espèce d'intermédiaire entre les citoyens et le pouvoir. Et donc, des ONG comme CNAPD ont en plus des outils pour s'adresser à la justice et tout ça. Donc, ils ont plus d'autorité, entre guillemets, que les citoyens pour faire ce genre de démarche. Et donc, même comme ça, vous n'arrivez pas à avoir les informations. Non. Tu avais une belle formule d'ailleurs, je crois que les démocraties libérales délèguent le contrôle de la démocratie aux ONG. Disons que en préparant cette émission, effectivement, on a parlé de ça. En fait, la question qui se posait ou que tu me posais, c'était de se demander si c'était finalement légitime que des associations soient subsidiées par le citoyen, finalement, soient payées par le citoyen pour faire leur travail. Et ce que je répondais, effectivement, c'est que donc il y a deux choses. Il y a le système démocratique libéral, donc le système représentatif, qui fait qu'en fait le citoyen n'a réellement de pouvoir politique qu'au moment des élections. Et finalement, les élections servent à destituer le citoyen de son pouvoir politique puisqu'il le délègue à quelqu'un. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où il vote, il délègue son pouvoir politique et donc quelque part il n'en a plus jusqu'aux prochaines élections. Et donc, mais ça évidemment c'est difficilement défendable si on continue à s'appeler une démocratie, et donc il faut pouvoir continuer à être vigilant vis-à-vis du travail des personnes qui représentent la population. Et donc c'est en ça que se justifie à mon avis la subvention des associations et de la société civile en général, et plus largement aussi dans notre système capitaliste et dans la société de consommation dans laquelle on vit. En fait, tout est fait pour nous détourner de la chose publique et pour rester dans la sphère privée. Donc on a notre travail, et puis quand on rentre, on a nos familles, on a nos passe-temps, nos hobbies, les choses qu'on fait pour décompresser et tout ça en fait fait que les moments qui sont rendus possibles pour les citoyens et les citoyennes de s'intéresser et encore plus de s'engager dans l'espace public pour revendiquer des droits, pour revendiquer des projets politiques, c'est devenu quasiment impossible. Et donc par effet de nécessité, finalement, la société civile organisée, elle doit être là pour réceptionner quelque part les inquiétudes de la population et pour être vigilant vis-à-vis du travail du pouvoir politique, quoi. Ouais, ce sont de très sages paroles. Donc on parlait du fait que la Belgique continue à exporter des armes vers Israël. Donc on parlait de la poudre par exemple. Là c'est tout le problème des composants. Donc qu'on exporte des matières non finies
à des entreprises israéliennes qui peuvent exporter éventuellement vers d'autres pays. Mais la Belgique produit aussi des armes, donc notamment la FN. Est-ce qu'il y a aussi des exportations d'armes vers Israël qu'on peut difficilement là dire que ça va être réexporté Alors je ne sais pas si c'est le cas pour Israël en particulier, mais si on parle d'un pays qui réexportera le matériel, si on envoie un produit fini à Israël, par exemple des armes, ça devrait pour être monté sur autre chose. Donc par exemple, il y a des armes qui sont exportées dans différents pays du monde, pour être placées sur des hélicoptères ou sur des véhicules blindés légers ou sur des avions, des choses comme ça, pour être exportées quelque part d'autre. Mais je ne sais pas si c'est le cas en Israël. Je pense pas. Par contre, la problématique en miroir, c'est en fait quand on essaye d'avoir accès à l'information, quand on lit les rapports publics par exemple sur l'exploitation d'armes des années précédentes de la région wallonne ou d'une autre région, en fait on voit, je sais pas, typiquement dans le cas de l'Arabie Saoudite de nouveau, mais il y a d'autres exemples, dans les rapports officiels on verra que le plus gros client de la région wallonne en 2017 c'était le Canada. Or, en fait, parce qu'il y a un contrat de 2,3 milliards entre la région wallonne et le Canada. Mais en fait, si nous, on a eu accès à ces documents-là, en l'occurrence, le matériel dont il est question, c'est du matériel qui était à destination de l'Arabie Saoudite. C'était des tourelles de chars. Mais ces tourelles de chars allaient être assemblées au Canada pour être réexportées vers l'Arabie Saoudite. Donc, le ministre-président, il sait que c'est pour l'Arabie Saoudite, que c'est l'Arabie Saoudite qui a commandé ce matériel, mais officiellement, il va dire que c'est exporté au Canada. Comme ça, ce qui n'est pas faux, puisque effectivement ça va passer au Canada avant d'aller en Arabie Saoudite. Donc typiquement par exemple, il y a d'exportation vers la Corée du Sud de différentes régions en Belgique. La Corée du Sud est un pays dans lequel sont montées des armes wallonnes sur d'autres vecteurs pourraient être exportées dans d'autres pays, donc pourquoi pas Israël. Et donc ça en l'occurrence, c'est aussi une autre difficulté qui vient s'ajouter dans la vigilance qu'on essaye d'avoir vis-à-vis de l'exportation de matériel vers Israël. Oui, enfin, on va revenir sur le cas du Canada après. Mais sinon, donc en fait, ce qui se passe, c'est que, parce que dans beaucoup d'émissions françaises, on dit que dans les Pays-Bas, dans la Belgique, ils n'exportent plus d'armes à Israël. C'est la position officielle de l'État belge, mais donc tu nous expliques qu'en fait, ils continuent à exporter des armes, ou en tout cas des composants vers des sociétés israéliennes à but militaire, quoi. Vers des sociétés du complexe industriel de la défense, ouais. Donc voilà, la question de ça, ça c'est sûr, je veux dire, c'est même communiqué par... oui, tu dis qu'il y a des nouvelles licences qui sont accordées par les régions. Donc, voilà, et qui ont toujours été accordées. Bon, après, celle après, du mois d'octobre 2023, c'est parce qu'il y a eu un travail de vigilance et de militance pour aller avoir accès à l'information. C'est pas le gouvernement qui a communiqué là-dessus. Donc ils ne le font pas de gaieté de cœur, le fait de communiquer, c'est quand ils sont obligés de le faire. Donc qu'on a trouvé assez de matériel et de preuves pour les repousser dans le retranchement et pour dire qu'effectivement oui ils ont octroyé telle et telle licence quoi. Voilà, mais donc des exportations vers Israël, il y en a encore depuis 2009, ça s'est jamais arrêté, avec des montants qui sont quand même relativement importants. La question ici est de savoir, est-ce que ce matériel repart effectivement des frontières d'Israël? Est-ce qu'il est réexporté comme le client israélien qui a demandé les armes l'a effectivement dit? Et là, il n'y a aucun contrôle qui est fait sur ces questions-là, en fait. Ou très peu. Alors, et encore plus, je le répète encore une fois, en temps de guerre, là maintenant où Israël a un besoin vital de ce matériel militaire pour continuer à faire la guerre, c'est encore plus compliqué de continuer à penser qu'effectivement il n'y a rien qui est resté en Israël de ce que la Belgique a exporté depuis son territoire. Ouais. Et en fait, oui, donc dans ces exportations-là, donc tu as parlé de la poudre, on va rappeler que c'est pas des petits montants, enfin donc c'est vraiment, je crois que la Belgique est le premier fournisseur de poudre d'Israël, c'est ça? Depuis 2021, la région wallonne est c'est le premier client d'Israël pour les poudres, c'est la première source pour les poudres d'Israël, fournisseur, c'est la région wallonne depuis 2021. La région wallonne est la 5e exportatrice mondiale de poudre. Donc c'est pas un petit enjeu vers un pays qui est en train de commettre en fait de fortes présomptions de génocide, on va dire. Voilà, tout à fait. Et pour la petite histoire aussi, la principale entreprise qui produit des poudres en Wallonie, c'est PB Clermont, qui appartient à l'État français. Oui, c'est ça. Ok. Donc il y a le problème de l'exportation des armes. Et il y a aussi le problème, peut-être encore plus important, du transit des armes par la Belgique.
Ouais, il est plus important maintenant particulièrement en temps de guerre très chaude, on va dire. Puisque on s'est rendu compte dans le courant du mois de novembre, et on a continué à se rendre compte par après, que du matériel militaire à destination d'Israël, mais là vraiment dans le cadre de de la campagne militaire israélienne contre Gaza, qu'il y a du matériel militaire essentiellement en provenance des États-Unis qui transitait par le territoire belge et qui transite aussi par d'autres territoires de l'Union européenne. Du matériel qui arrive en Belgique par route, par bateau ou par avion et qui repartent par après vers Israël. Alors il faut savoir, là de nouveau on rentre dans quelque chose de technique, mais si le matériel militaire passe par la Belgique, mais s'il reste dans le même moyen de transport, s'il n'est pas déchargé, il n'y a a priori pas d'autorisation qui doit être demandée à la région wallonne. Et ça, c'est l'argument derrière lequel beaucoup de responsables politiques se cachent pour ne pas avoir faire plus manifestement. En tout cas, c'est ce qu'on observe de notre point de vue, parce que on a apporté des informations dans l'espace public sur ces questions-là, sur le transit de matériel militaire dans le courant du mois de novembre-décembre, et depuis, on n'a vu aucune amélioration et on n'a vu aucune déclaration publique qui nous permettrait de penser que les choses ont changé. Donc en fait, quand il n'y a pas de transbordement, quand le matériel militaire n'est pas pris d'un moyen de transport vers un autre, il ne faut pas demander une licence à la région wallonne ou à la région flamande, puisque ce qu'on a observé, c'est qu'essentiellement le transit de matériel militaire se faisait par l'aéroport de Liège, l'aéroport de Bierzet ou par le port d'Anvers. Il y a eu en tout cas l'aéroport de Zaventem, et il y a peut-être encore maintenant, mais ça de toute façon c'est la région flamande. Par contre, ce qu'on sait maintenant, c'est que si du matériel militaire doit transiter, même sans transbordement, ça veut dire que le matériel ne passe pas d'un moyen vers un autre. S'il y a du matériel qui passe par le territoire de la Belgique, il y a un certain nombre de responsables politiques qui sont au courant, ou qui peuvent être au courant de ce passage s'ils cherchent l'information à l'intérieur de l'administration. Donc il y a le ministre fédéral des Transports et des Communications qui peut être au courant de l'information si c'est du transport aérien. Il y a le ministre fédéral de l'économie qui peut être au courant si c'est du transport par route ou du transport par rail, par chemin de fer, et par bateau aussi. Et de toute façon, il y a le ministre des Finances qui est au courant, puisque dès que du matériel militaire traverse le territoire de la Belgique, il faut remplir un formulaire ad hoc, qui est un formulaire hébergé par le SPF douane, et donc par les douanes, et les douanes c'est le SPF Finance qui a la tutelle dessus. Donc ces trois ministères-là, potentiellement, ils ont accès à l'information. Donc ils nous disent qu'ils ont un problème pour accéder à cette information-là et qu'ils ne sont pas sûrs, mais en tout cas, réglementairement parlant, ils ont accès à l'information. Donc si cette information n'existe pas, ça veut dire qu'il y a une faille dans l'administration, et une faille qu'il faut réparer quand même très rapidement, puisqu'on parle d'alimenter un pays en matériel militaire pour continuer dans une campagne militaire qui a fait la preuve en fait de sa criminalité, quoi. Donc il y a quand même des suspicions, si on peut encore parler de suspicions, mais on est obligé tant qu'il n'y a pas de jugement, mais suspicions de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, et maintenant la Cour internationale de justice, depuis le mois de janvier, a estimé que les risques étaient assez sérieux pour envisager des risques de génocide à Gaza. Et donc vu ces trois crimes de droit international, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide, qui sont cumulés maintenant, ou potentiellement cumulés, parce qu'il n'y a pas eu de vérité à nouveau judiciaire sur ces questions, par Israël, la Belgique a le devoir de faire quelque chose pour ne pas aider la commission de cette violation du droit international humanitaire par Israël. Oui, on en revient à ce qu'on disait. Là, le peuple belge a quand même une responsabilité, quoi. Enfin, en tout cas, l'État belge. Oui, alors après, on peut directement dire que, ok, on va avoir accès à l'information, et donc le matériel militaire, en fait, au lieu de passer par la Belgique, il passera par un autre endroit. Et donc dire ça pour, en fait, ne rien faire. Ou en tant que citoyen européen, alors. Ou en tant que citoyen européen, le problème c'est que c'est une compétence nationale, la gestion de l'espace. Bon après, il y a des compétences aussi qui sont partagées avec l'Union européenne, mais très vite on nous dira, voilà, si ça ne se fait pas au niveau européen, c'est dérisoire, donc ça ne sert à rien de le faire et tout. Donc ça c'est un autre débat, mais c'est un débat qui existe aussi.
Et c'est vrai, effectivement, si on n'utilise pas l'aéroport de Liège-Bierza, on pourrait utiliser l'aéroport d'un autre pays. Pas des Pays-Bas, j'allais dire les Pays-Bas, mais aux Pays-Bas, il faut une licence pour le transit. Enfin, voilà, donc ça, pour nous, c'est pas un argument pour ne rien faire. Donc la Belgique doit montrer l'exemple en montrant qu'effectivement, elle a envie d'avoir accès à l'information sur le matériel militaire qui transite effectivement pour le moment à destination d'Israël et de le bloquer en espérant et en travaillant aussi pour que les autres États européens fassent exactement la même chose, puisque c'est de leur devoir à toutes et tous, c'est le devoir de la communauté internationale pour tant qu'elle existe, de faire respecter les conventions de Genève, quoi. C'est la base de notre appartenance à l'humanité, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Donc en fait, par rapport à ça, oui, on va rappeler quand même que c'est une obligation pour tous les pays membres de l'ONU de respecter, de faire respecter donc Il y a plusieurs instruments internationaux. Donc, au niveau des Nations Unies, il y a le traité sur le commerce des armes, et c'est un traité qui est relativement universalisé, dans le sens où la majeure partie des États de la planète l'ont signé, et en l'occurrence, de toute façon, la Belgique l'a signé, donc, et quasiment tous les États européens l'ont signé aussi. Donc il y a des obligations qui les incombent parce qu'eux-mêmes ont signé ce traité sur le commerce des armes. Il y a les conventions de Genève. Donc les conventions de Genève, c'est un plus vieux document, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est les conventions qui sont les gardiennes du droit international humanitaire, c'est-à-dire le droit de la guerre. Et donc c'est ces conventions de Genève qui interdisent tous les États partis, qui interdisent en fait tous les États de la planète de porter assistance à un pays qui commet ou dont le risque manifeste, où il y a un risque manifeste d'une violation des crimes dont j'ai parlé tout à l'heure, donc crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Et alors au niveau régional, au niveau de l'Union européenne, il y a ce qu'on appelle une position commune, qui c'est un ensemble de 8 critères que tous les États membres de l'Union européenne doivent prendre en considération quand ils décident ou pas d'octroyer une licence. Donc dans ces critères-là, il y a la question du droit international humanitaire forcément, il y a la question de l'intervention militaire, il y a la question de la déstabilisation régionale, pour lesquels la région wallonne particulièrement, mais c'est le cas pour les autres régions aussi, tous ces mécanismes judiciaires, donc le code de conduite, tout ça, ils ont été intégrés. Donc c'est une obligation, par exemple de la région wallonne, de ne pas exporter des armes vers ces pays-là. Donc là, du coup, on rentre dans un débat. Tu veux dire intégré dans la législation belge, ou wallonne? Ouais. Donc là, en l'occurrence, wallonne ou bruxelloise ou flamande, puisque in fine, c'est une compétence régionale. Et donc, par exemple, sur le décret wallon sur l'exportation de matériel militaire, il y a intégré le code de conduite de l'Union européenne. Donc, le ministre-président wallon doit passer en revue les 8 critères pour voir si oui ou non il octroie une licence vers Israël. Et donc, encore une fois, ici, on ne va pas dire la logique dans laquelle le ministre-président se trouve manifestement, c'est pas de dire ok, c'est à destination d'Israël, peu importe l'acteur qui me demande ça. Le ministre-président, la logique qui poursuit manifestement quand il décide si oui ou non il va octroyer une licence, il n'est pas dans une perspective de se dire ok, c'est pour Israël, que ce soit pour les forces armées ou que ce soit pour une entreprise israélienne, je vais refuser parce que, principe de précaution, je ne vais rien envoyer sur le territoire israélien. C'est pas le cas puisque depuis 2009, il y a des armes qui continuent à partir, ou dans des composants, en tout cas du matériel militaire, qui continue à partir des quatre coins de la Belgique vers Israël. Donc ils sont plus dans on va dire une logique de gestion des risques, on va dire, de dire ok, on va exporter telle chose, mais pas telle autre chose, parce que pour des raisons X ou Y. Et donc la logique a priori, c'est d'accepter une licence, c'est pas de la refuser. Donc on va d'abord essayer de voir comment est-ce que je peux trouver les arguments pour accepter, avant d'essayer de trouver des arguments pour dire en fait non, il faut que je refuse. Oui, et donc là, il n'y a pas de principe de précaution, mais on peut assez clairement dire qu'ils enfreignent le droit, le droit européen, donc il y a quand même moyen de les attaquer en justice. Oui, potentiellement il y a moyen, et sur les questions de violation des conventions de Genève, là maintenant sur les questions actuelles de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide, il y aura encore moyen il y a moyen de le faire sur un temps relativement long, mais pour les associations de la société civile qui travaillent là-dessus, donc pour les associations par exemple qui ont porté toutes ces plaintes avec la CNAPD sur l'Arabie Saoudite, il y a toutes des questions de délai, toutes des questions de procédure, ça qui en fait rend très compliqué le fait de porter plainte
pour arrêter une licence au moment où elle existe. Parce qu'il faut avoir accès à l'information et tout est fait pour qu'on n'ait pas accès à l'information. Et une fois qu'on a accès à l'information, il faut pouvoir trouver les bons mécanismes pour porter plainte au bon moment. Et donc très rapidement, en fait, on n'est pas dans les bons mécanismes ou on n'est pas dans les bons moments et donc notre plainte est rejetée. Et sur le cas d'Israël, par exemple, c'est compliqué. Là, dans le feu de l'action. Et puis en plus, on pourrait porter plainte sur les questions d'exportation, mais là, pour le moment, dans l'immédiat, on ne peut pas porter plainte pour les responsabilités ministérielles liées au transit dont je parlais tout à l'heure. Donc, le fait d'avoir accès à l'information sur le matériel militaire qui transite sur le sol national, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, c'est assez, assez concernant, en fait, comme citoyen belge Parce qu'en plus, beaucoup de nos politiques font des déclarations qui demandent à Israël d'arrêter les opérations ou des choses comme ça. Mais ce ne sont que des déclarations, au final. Dans les faits, il n'y a pas grand-chose qui se passe, dans les faits concrets. Il pourrait se passer plus, et il pourrait se passer des choses beaucoup plus tangibles. La question du transit du matériel militaire en est une sérieuse, à mon avis, ouais. Surtout quand on met en évidence le fait que l'accès à l'information, s'il n'existe pas, il peut être mis en place. Parce que nous, en fait, de nouveau, on ne sait pas, comme je le disais au début de l'interview, on ne peut que émettre des doutes et poser des questions. Et donc ce qu'on voit, en tout cas, quand on lit les réglementations, c'est que, en théorie, les trois ministres dont j'ai parlé, ministre des Finances, ministre du Transport et ministre de l'Économie, ont potentiellement accès à l'information et donc ont potentiellement la possibilité et le devoir d'arrêter ce transit de matériel militaire. Ouais, donc une fois j'ai entendu le chiffre que Israël, il n'a pas beaucoup de stock sur son territoire. Donc s'il ne reçoit plus de matériel militaire, en moins d'une semaine, il ne peut plus bombarder, en fait. Donc c'est un enjeu quand même super important. Enfin, je ne sais pas si tu confirmes ce que je dis. Je ne peux pas te confirmer, j'en sais rien. Est-ce que tu as une idée de l'importance de la Belgique dans ce transit d'armes? Est-ce que c'est vraiment une partie importante des armes qui passent par la Belgique spécialement ou... Ça, on ne sait pas non plus. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a du matériel qui transite et toute arme qui transite, de notre point de vue à nous, c'est une arme de trop et donc c'est sur cette logique-là qu'on fonctionne. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'il y a des mécanismes structurels de transit d'armes qui sont potentiels en tout cas via la Belgique, parce qu'il y a des entreprises qui opèrent depuis le port d'Anvers et des entreprises qui opèrent depuis l'aéroport de Liège qui ont fait transiter des armes vers Israël dans les campagnes militaires précédentes et qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête maintenant. Et ces entreprises-là sont des entreprises à actionnariat essentiellement israéliennes. Donc voilà, il y a de nouveau, encore une fois, on pose des questions, on émet des doutes et on voit qu'il y a une forme d'habitude de transit de matériel en général vers Israël par Anvers et Liège-Biarzée et donc de transit de matériel militaire à certains moments. Ça c'est un fait. Et ce qu'il faut savoir aussi pour la petite histoire, c'est que l'entreprise israélienne, donc un actionnariat majoritairement israélien qui opère depuis Liège-Biarzée. Avant ça, ils étaient à l'aéroport de Schiphol à Amsterdam et ils sont partis de là puisque les Pays-Bas ont changé leur législation. Et ça rendait plus compliqué pour cette entreprise de continuer à travailler sans trop de problèmes aux Pays-Bas et donc ils ont délocalisé leur travail à Liège depuis les années 2010. Donc il y a un lien, c'est pas pour rien quelque part que cette entreprise qui travaillait à Amsterdam Schiphol a décidé finalement de se délocaliser à Liège parce que la législation était plus permissive. Oui, donc il y a un moyen au minimum de les embêter ou d'être un peu plus regardant en tout cas. Il y a matière à poser des questions, encore une fois. Ouais. Donc là tu dis que c'est une entreprise israélienne qui opère sur sol... Donc, qui exporte les armes vers la Belgique, qui fait transiter. Sur le transit, ouais, c'est ça. On rappellera qu'il y a des gilets jaunes qui ont fait, avec d'autres militants qui ont fait des actions pour dénoncer ça sur le terrain à Birzee. Mais c'était pour notre société, je crois que c'est Challenge, c'est ça? C'est celle-là, c'est Challenge Airlines. C'est la société, on dit société israélienne pour le dire très rapidement, mais donc l'actionnariat est majoritairement israélien, le PDG est israélien. Et tu parles de Schiphol Non, Schiphol c'est le nom de l'aéroport d'Amsterdam. Mais avant, Challenge Airlines avait un autre nom. Ils se sont rebaptisés en venant s'installer ici à Liège.
Tu as d'autres noms de sociétés Zim, El Al, tout ça, ce sont les entreprises qui sont israéliennes et qui ont des succursales et des travailleurs ici en Belgique, soit à Biarzé, soit à Zaventem. Ok, donc ce sont des entreprises israéliennes qui Ouais. Après, Challenger Line, c'est un actionnariat varié, mais essentiellement israélien. Ok. Oui, donc on reparle du Canada. Le Canada a décrété, je crois que c'est il y a une semaine, un embargo sur les armes vers Israël. Est-ce que ça encore une... Enfin, oui, ça c'est peut-être un peu difficile pour toi de répondre, mais est-ce que c'est encore une déclaration d'intention ou bien est-ce que ça aura vraiment des conséquences C'est comme pour la Belgique, une décision avec laquelle pour laquelle il faut prendre des pincettes, parce que, encore une fois, l'accès à l'information est difficile. Après, je ne connais pas l'accès à l'information pour le Canada, mais pour avoir travaillé un petit peu avec le Canada pour le cas de l'Arabie Saoudite, j'ai l'impression que c'est plus ou moins la même chose qu'en région wallonne, que tout est fait pour ne pas donner accès à l'information, a priori. Donc effectivement, il n'y a pas un embargo militaire qui a été décidé en tant que tel, mais le gouvernement canadien a décidé de ne plus octroyer de licence pour Israël. Voilà, il faut s'en réjouir en théorie, en tout cas si c'est la vérité. Bon, pour la Belgique, par exemple, cette déclaration, elle fait référence à celle qui a été dite en 2009. Donc il faut voir si le Canada arrête les exportations de tout le matériel vers Israël, même si Israël est le pays de destination finale ou un pays duquel va être ou duquel le matériel va, à l'intérieur duquel le matériel va être transformé pour être réexporté, ça j'en sais rien. Et je pense qu'il y a, en tout cas, il y a potentiellement une ambiguïté, et une ambiguïté sur laquelle on peut toujours jouer, que les responsables politiques peuvent toujours jouer. Comme je l'ai expliqué pour la région wallonne. Mais là, en tout cas, effectivement, le Canada a décidé de ne plus octroyer de matériel militaire, d'exporter des matériels militaires vers Israël. Et c'est une bonne chose, puisque le Canada a exporté ces derniers mois, en fait, énormément de matériel militaire dans le courant du mois d'octobre 2023, donc au moment où Israël a commencé sa campagne militaire. En fait, dans les 2 mois, donc novembre-décembre, ou octobre-novembre, je ne sais plus, le Canada a exporté autant de matériel militaire vers Israël que dans toute l'année 2021, alors que l'année 2021 a été une année record pour les exportations du Canada vers Israël. Donc il y a eu manifestement beaucoup de matériel militaire qui a été envoyé par Israël à la demande d'Israël, donc durant la campagne militaire. Et donc là, effectivement, après le 15 mars, là, aux alentours du 15 mars, le gouvernement canadien a annoncé arrêter ça. Et ils ont annoncé aussi qu'ils octroyaient en fait plus rien depuis le début du mois de janvier. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on lit la presse, en fait, ils lisent ça avec une résolution non contraignante du Parlement canadien, mais le gouvernement canadien était sous la menace d'une action en justice de plusieurs personnalités et d'associations du Canada. Et donc, je pense que c'est plutôt pour ne pas avoir à rendre des comptes sur cette question-là qu'ils ont annoncé l'arrêt des exportations vers Israël. Oui, on sent qu'il y a beaucoup de gouvernements qui sont très gênés par l'attitude, par ce qui se passe en Israël. Beaucoup qui sont carrément contre et qui l'expriment. Et beaucoup, notamment dans le monde occidental, qui soutiennent, mais avec de plus en plus de difficultés. Donc je veux dire, c'est même la Belgique, on rappellera, depuis 15 ans officiellement, ils ne peuvent plus exporter des armes. Donc c'est vraiment, enfin voilà, même si on sent que, voilà, et que la société civile n'y est pas pour rien. Donc la pression des gens et des associations comme le CNAPD contribue quand même à mettre pression sur nos gouvernements, encore une fois, pour respecter des dispositions de base du droit international, du droit de la guerre. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus... Ouais, on pinaille pas sur les virgules. C'est pas aller ouvrir un puits dans un village africain, quoi. C'est vraiment, enfin voilà, c'est la base, quoi, des relations internationales, en fait, d'assurer la paix dans le monde. Peut-être que, enfin, je sais pas si ça existe encore. C'était le débat qu'il y a eu il y a 15 ans quand on a régionalisé l'octroi des licences pour les exploitations d'armes, mais les politiques se réfugient souvent derrière le fait que l'industrie militaire, ça fait quand même des emplois. Est-ce qu'on entend ça encore? Enfin, est-ce que c'est un argument qui porte encore ou
Oui. Ouais. C'est l'argument qui est directement avancé quand on pose ces questions-là, parce que si on reste sur la question de l'exportation des armes en tant que telle, les questions dont on est amené à parler dans l'espace public, c'est des questions qui sont assez évidentes, quoi. Je veux dire, a priori, il faut s'abstenir d'envoyer des armes à l'Arabie Saoudite, a priori, il faut s'abstenir d'envoyer des armes à Israël, a priori, il faut s'abstenir d'envoyer des armes à l'Égypte ou au Nigeria. Enfin, on peut envoyer beaucoup d'exemples comme ça. Et donc, pour ne pas avoir à questionner ces problématiques-là, on dit, on rappelle l'importance, qui est relative d'ailleurs, mais l'importance économique et donc humaine du secteur de la défense en région wallonne particulièrement, parce que là on parle plutôt de la région wallonne. Parce que dans la région flamande, dans la région de Bruxelles-Capitale, c'est les entreprises de l'aviation et tout ça, donc c'est aussi quand même pas mal d'emplois, mais en région wallonne, là c'est vraiment des ouvriers, des travailleurs, des travailleuses, travaillent sur les chaînes de montage et tout ça, donc oui, tout ça est bien rappelé. C'est plus conséquent, mais est-ce que tu as l'air de dire que c'est pas un véritable enjeu, quoi, que... En fait, c'est pas le nôtre, quoi. Donc, en fait, c'est cette question-là qui rend difficile vraiment un élargissement de la mobilisation de la société civile sur la question de l'exportation des armes, puisque il y a une relative unanimité des partis politiques pour continuer dans ce système-là, donc essayer de vendre un maximum d'armes. De nouveau pour des questions, en tout cas de justification liées à l'emploi, à la création d'emplois, à la richesse wallonne et tout ça. Et donc il y a beaucoup d'associations de la société civile qui s'empêchent de collaborer à ce type de choses parce que les débats internes sur le dilemme entre s'opposer à l'exportation d'armes et sauvegarder l'emploi est trop fort. Donc on préfère ne pas l'affronter. Donc voilà, c'est la question en fait essentielle. Le truc c'est qu'on parle pas on parle pas de la même chose. Effectivement, si on vend moins d'armes, il y aura peut-être une répercussion sur l'emploi. Après, de nouveau, moi et nous comme CNAPD, on n'a pas trop envie de rentrer sur ces débats-là parce que en fait, on pourrait très vite dire qu'on peut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de vendre des armes à des pays qui sont moins problématiques que d'autres. Mais on n'a pas envie d'avoir à dire ça, puisqu'en fait ce serait légitimer quelque part le commerce des armes. Et on vit dans un monde qui est de toute façon surarmé. Il y a, en termes de déséquilibre, le déséquilibre énorme entre les nouvelles armes qui arrivent en circulation et les armes qui sont détruites. Je trouve qu'il y a moins d'1 million d'armes qui sont détruites par an et il y a plusieurs millions d'armes, des dizaines de millions d'armes qui sont déversées dans le marché, sur le marché international chaque année. Et donc ces armes-là, les neuves, elles vont de toute façon, quoi qu'il arrive, venir remplacer des armes plus vieilles. Ces armes plus vieilles vont inonder le marché informel, le marché illégal, ça va alimenter les guerres civiles, etc. Donc c'est problématique. Le terrorisme. Et le terrorisme aussi, ouais, tout à fait. Et donc, il y a une responsabilité de la région wallonne en ce qui concerne l'Arabie Saoudite, en tout cas les années précédentes, dans le fait que l'Arabie Saoudite achetait tellement d'armes qu'au final, le poids de l'Arabie Saoudite dans les clients de la région wallonne était démesuré. Et que donc effectivement on peut parler du piège à l'emploi quand on parle de l'Arabie Saoudite parce que la région wallonne était trop dépendante quelque part de l'Arabie Saoudite comme cliente des armes légères. Donc on pourrait dire voilà, il aurait fallu diversifier les clients. Et donc il y a des associations qui disent voilà, peut-être qu'il faudrait diversifier les clients, mais encore une fois la CNAPD va pas dire ça parce que pour la CNAPD c'est pas vers ce modèle-là qu'il faut aller. Et donc, quelles répercussions ça pourrait avoir sur l'emploi? Franchement, j'en sais rien. Si on arrivait dans un monde rêvé par la CNAPD, probablement qu'il y aurait moins de travailleurs dans les industries de l'armement. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas le cas actuellement, donc c'est pas le débat qui nous occupe. Et puis, de toute façon, il y a plein de secteurs qui sont appelés à disparaître dans un avenir très très proche, dans un avenir plus proche que le secteur des armements, toutes les questions des énergies fossiles et tout ça, qui emploient aussi énormément de travailleurs, de travailleuses. Donc, toutes les associations environnementalistes, on leur pose pas la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec tous les travailleurs des énergies fossiles. Donc, ça, ce sont des dilemmes, quoi. Il faut pouvoir vivre avec et travailler dessus. Oui, donc vous n'êtes pas comptable de la gestion de l'industrie militaire wallonne. Voilà, même si on regrette, je veux dire, nous on est en solidarité avec les travailleurs et les travailleuses, ça c'est sûr, hein, mais
Voilà, l'objectif d'un monde moins armé ou d'un monde désarmé, il profitera aussi, à notre avis, aux travailleurs, aux travailleuses des entreprises d'armement qui perdraient peut-être leur emploi à cause de nous, quoi. Oui, et une des lectures pour en revenir, par exemple, à l'actualité récente et aux déclarations assez incendiaires de Macron par rapport à la Russie, une des lectures possibles, c'est justement que Macron roule pour l'industrie militaire française qui est très importante. Et donc on voit où ça peut nous mener, cette logique de promouvoir l'industrie militaire, quoi. Donc, bah oui, bon, je ne sais pas quel est le poids aussi, de cet argument dans la tête d'Emmanuel Macron quand il parle de la Russie. Je veux dire à quel point il pense au secteur de l'armement français. Ce qui est sûr, c'est qu'il a des pensées assez régulières pour le complexe, pour l'industrie militaire française, mais il n'en a même pas besoin, puisque en fait on entre dans un monde déjà depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2021. 2021. Les entreprises d'armement tournent à plein régime avec toutes les commandes, les actions, les cotations boursières des entreprises d'armement ne se sont jamais aussi bien portées. Donc il n'a pas besoin en fait d'en rajouter, puisque pour le moment tout se passe bien pour ces entreprises-là, et il n'y a rien, vu toutes les déclarations politiques à la faveur de la guerre en Ukraine, de l'Allemagne, de la Belgique, toutes les promesses d'augmentation des dépenses militaires maintenant et dans les années qui suivent, font que les entreprises d'armement au final n'ont pas beaucoup d'inquiétudes à se faire, malheureusement, hein. Oui, j'ai entendu que une des raisons pour lesquelles les Européens n'honorent pas toutes les commandes d'obus, notamment pour l'Ukraine, c'est qu'ils doivent encore fournir des commandes qui avaient été passées avant vers le Moyen-Orient, je ne sais plus exactement. Donc effectivement, c'est un secteur qui se porte plutôt bien. Non, très bien. Faut pas s'inquiéter pour eux. Surtout pas. J'ai un peu été sur le site puisqu'on parle de l'Ukraine. J'ai vu une prise de position assez intéressante. Peut-être, je ne sais pas si tu veux résumer quelle est la position du CNAPD par rapport au conflit en Ukraine. Je crois que vous êtes, une des positions principales, c'est que, on va rester cohérent, vous êtes contre les exportations d'armes vers l'Ukraine, c'est ça? Ou je peux peut-être lire une citation que j'ai prise sur le site, ouais, que je trouvais elle ne te dira pas, à mon avis, qu'on est contre l'exportation d'armes en Ukraine, parce que malheureusement, les débats en interne à la CNAPD font que c'est plus compliqué que ça. D'accord. Mais tu peux citer ta phrase. Donc ça c'est pris du site, donc je suppose que ça c'est... Donc les réactions véhémentes et largement partagées dans nos pays dans le cadre de l'invasion de l'Ukraine par la Russie montrent avec quelle vitesse et quelle efficacité les affects et les réflexes issus d'une longue histoire européenne de la guerre peuvent être réactivés. Il suffit de voir la rapidité saisissante avec laquelle cette guerre a déclenché tout un engouement politique, médiatique, industriel et financier pour enfin refinancer les armées. Un engouement qui s'est traduit par la relance massive des budgets alloués aux armées dans tous les pays européens, y compris en Belgique, où pourtant, année après année, la classe politique nous rappelle le manque de moyens dans tous les postes essentiels aux populations et à la planète. Donc je trouve ça assez sympa. Merci. Oui, ça c'est l'article à toi en fait. Oui, tout à fait. En fait, là, c'est pas directement sur le soutien militaire, puisque la question qui est traitée ici, c'est la justification ou le consentement, peut-être du soutien militaire, donc de l'envoi d'armes à l'Ukraine, mais surtout du nouveau contexte dans lequel on est en train de nous faire croire qu'on rentre. C'est plutôt ça. Donc en Allemagne, c'est plusieurs milliards d'euros de dépenses militaires qui sont prévus depuis à la faveur de la guerre en Ukraine. En Belgique aussi, on était déjà dans une dynamique d'augmentation des budgets militaires, mais la guerre en Ukraine a accéléré encore cette dynamique, donc la Belgique va dépenser encore plus dans le militaire. Donc on rappellera que depuis plus de 10 ans, en tout cas, les États-Unis font pression sur les pays européens pour qu'ils augmentent les budgets militaires et leur participation active dans l'OTAN, quoi. C'est ça, hein? En fait, depuis 2014 officiellement, donc il y a eu des pressions aux États-Unis, ça c'est un fait. On se rappelle aussi les déclarations de Trump et tout ça, mais ce qu'on peut dire en tout cas de manière très rationnelle et non polémique, c'est que en 2014 il y a eu un sommet de l'OTAN au Pays de Galles. Et qu'au cours de ce sommet-là, tous les États membres de l'OTAN se sont engagés à augmenter leurs dépenses militaires à hauteur de 2% de leur produit intérieur brut. Parce que c'est avant Trump. Avant Trump, c'était Obama.
Pour la petite histoire, la Belgique était représentée par Elio Di Rupo. Elio Di Rupo était en affaires courantes à ce moment-là, puisqu'on était en train de tabasser la plus grosse crise politique de la Belgique. Donc la question de savoir si Elio Di Rupo avait les capacités d'engager la Belgique dans cette question d'augmentation des dépenses militaires, c'est une question qu'on peut poser aussi, mais qui ne s'est pas posée, en tout cas nous on l'a posée à la CNAPD, mais ça n'a pas percolé dans l'espace public. Donc cet objectif d'augmenter les dépenses militaires à 2% du PIB, la Belgique s'est engagée à le faire en 2014 déjà, donc il y a 10 ans maintenant. Et donc après il y a eu le gouvernement de Charles Michel qui a dégagé pour 9,3 milliards de contrats militaires. C'est l'achat des avions de chasse F-35, c'est des frégates, des drones, armés, non armés. Il y a eu tout un package en fait d'achats militaires. F-35 qui fonctionnent toujours pas, je crois. Qui fonctionnent pas encore en tout cas. Vous avez 10 ans qu'on nous explique que c'est le meilleur achat possible et il n'y a. Ouais, non, mais cette question des F-35, c'est un sujet à part sur lequel la CNAPD a beaucoup travaillé, mais c'est un pur scandale, on est d'accord. Surtout que les F-35 ont la capacité d'emporter les armes nucléaires qui sont stationnées en Belgique. Donc voilà, le gouvernement de Charles Michel a signé pour 9,3 milliards de contrats militaires pour l'achat de matériel militaire. Puis après, il y a eu le gouvernement de Croo qui s'est engagé dans les plans STAR, qu'on appelle ça, avec la ministre de la Défense de Donder, pour augmenter encore plus les dépenses militaires, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'achat militaire. Et de nouveau encore plus à l'horizon, donc d'ici à 2030. Il y a eu une accélération qui a été, dont le lien politique a été fait avec l'invasion russe de l'Ukraine de 2021. Et donc c'est ça en fait, c'est de voir à quel point, et encore maintenant, pardon, je continue, encore maintenant on peut lire dans la presse quasiment tous les jours, il faut se préparer à la guerre, les déclarations d'Emmanuel Macron, ça, tout ça en fait permet une ouverture des cerveaux sur la légitimité d'augmenter encore plus les dépenses militaires et la légitimité de rentrer de nouveau dans une nouvelle période de confrontation militaire. C'est ça qu'on dit dans ce paragraphe-là. Et c'est ça qu'on veut dénoncer. Et là, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. La CNAPD a toujours été contre les dépenses militaires. En fait, la CNAPD, très concrètement, son horizon politique, c'est un monde dans lequel le niveau d'armement est maintenu le plus bas possible. C'est-à-dire qui implique la coopération internationale. Puisqu'il y aurait des mécanismes de vérification entre les différents États pour maintenir ce niveau, pour pas qu'un État se sente mis en danger par un investissement militaire ou par le développement d'un programme militaire. Oui, privilégier la diplomatie en fait par rapport à l'escalade militaire simplement. C'est ça, exactement. Ouais. Surtout que l'escalade militaire, en fait, elle empêche le travail, par exemple, pour la lutte contre le dérèglement climatique. Donc, on entre dans une nouvelle, donc qui va nous demander beaucoup d'argent aussi. Mais on arrive, à la faveur de la guerre en Ukraine, à faire penser que les priorités politiques sont redevenues ou n'ont jamais cessé d'être, mais qu'on avait on s'était un peu égaré et tout, dans l'euphorie de la fin de la guerre froide. Qu'une bombe, c'est pas neutre carbone, on est d'accord. Non, pas du tout. Ouais. D'ailleurs, la CNAPD a aussi un travail sur la question de la pollution de l'activité militaire. Et pour la petite histoire, si toutes les armées du monde formaient un État, cet État aurait la 5e plus grosse empreinte écologique au monde. Ça veut dire juste après les États-Unis, la Chine, l'Inde et je ne sais plus quel est le 4e plus gros pollueur. C'est des gros pays, c'est pas. Oui, donc c'est la 5e plus grosse empreinte. Donc en termes d'émissions de gaz à effet de serre, toute l'activité militaire était regroupée à l'intérieur d'un État. Est-ce que tu as des informations sur parce qu'on parle aussi de défense européenne. Tu dis que donc les pays européens de l'OTAN en tout cas, doivent augmenter leurs dépenses militaires. Est-ce qu'elles sont orientées vers les entreprises américaines ou pas forcément? Tu veux dire pour les pays européens membres de l'OTAN? Oui. Les deux. Les entreprises états-uniennes et des entreprises européennes. Parce que par exemple... les F-35 c'est états-unien, mais il y a plusieurs entreprises qui sont actives sur le sol européen qui produisent des composantes. Les Pays-Bas, par exemple, produisent des composantes des F-35 et il y a eu une décision de justice il n'y a pas tellement longtemps d'arrêter parce qu'ils envoyaient ces composantes à Israël et donc là maintenant c'est interdit depuis peu. Pour revenir sur la question israélienne. Donc
Le marché mondial de l'armement, le marché de l'armement est un marché mondialisé comme tous les autres marchés. Maintenant, voilà, les grosses entreprises ont encore leur nationalité, on va dire. Donc la Belgique a acheté des F-35, donc essentiellement elle l'a acheté à Lockheed Martin aux États-Unis. Mais il y a d'autres choses qu'elle a acheté à la France, à d'autres pays. Par exemple, les véhicules blindés légers, elle les a achetés à une entreprise française. Mais toutes ces entreprises sont imbriquées dans une chaîne de production qui est purement mondialisée, quoi. C'est ça. Et on rappellera que quand même j'allais dire petit cocorico, mais bon, je sais pas si. Enfin, en tout cas, que la FN belge wallonne est quand même une des grosses entreprises internationalement reconnues pour les armes légères. Ouais, tout à fait. Elle a pignon sur rue. Ouais. Donc, elle va pas arrêter de. Ça reste un marché concurrentiel, hein, donc elle doit se positionner, quoi. Enfin, elle doit. De son point de vue à elle doit se positionner. Donc, tu nous as donné des bribes de comment toi, ou enfin, je crois que c'est le CNAPD, voit la démocratie belge. Excuse-moi, est-ce que tu as encore des choses à dire par rapport au dossier des envois d'armes vers Israël? Non. Exportation ou transit? Non, je pense qu'on a fait le tour de la question. En tout cas, sur la question du transit et de l'exportation. On pourrait parler d'Israël et de Gaza, mais voilà, c'est pas le sujet de ça. Non. Donc, on va revenir un peu sur la démocratie en Belgique. La CNAPD, donc le D, c'est démocratie. Vous avez du matériel pédagogique, des positions, des productions d'articles et de contenus à ce sujet. Cette année-ci, c'est une année électorale. Est-ce qu'il faut voter ou pas? Enfin, je ne demande pas oui ou non, je demande une réflexion. Alors bon, la CNAPD, comme je le disais, c'est une organisation de jeunesse et donc on a des productions qui sont pédagogiques, on va dire. Donc il y a notamment un outil pédagogique qui s'appelle Démocraquois. Qui a une boîte avec différentes fiches à l'intérieur qui traitent différentes questions de la démocratie. Donc mourir pour la patrie, c'est une question démocratique pour nous, la question des élections, la question de la représentativité, la question de l'appartenance à la communauté politique, donc des questions aussi plus philosophiques sur comment est-ce qu'on est libre. Est-ce qu'on est libre en travaillant et en faisant ses hobbies, en ayant une vie de famille, ou est-ce qu'on est libre aussi avec les autres, en s'engageant dans la sphère publique, etc. Donc toutes ces questions-là qui sont traitées dans l'outil Démocraquois. Excuse-moi, Démocraquois, c'est un site ou bien? Non, il y a une page Démocraquois sur le site de la CNAPD, mais c'est un outil pédagogique. Donc c'est des textes qui sont destinés à être utilisés par les jeunes ou par les encadrants de jeunes, mais qui peuvent être lus par n'importe qui. Vraiment, c'est des pistes de réflexion sur différentes facettes liées à la démocratie. La démocratie au sens utopique du terme, donc le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, et la démocratie libérale dans laquelle on vit actuellement, qui sont pour nous deux choses différentes. Représentatives. Voilà. Alors, effectivement, dans cet outil Démocraquois, il y a une fiche qui utilise un pamphlet, le pamphlet qui a pour titre Élection piège à con. Donc, initialement, ça, c'est un texte qui a été écrit par Jean-Paul Sartre. Et qui pose la question, effectivement, d'un point de vue plus philosophique, de ce que permet les élections et de ce qu'empêchent les élections. Et donc dans l'outil Démocraquois, on a toute une réflexion, on essaye de montrer aussi avec un travail historique quelque part. Ça paraît un peu prétentieux quand on en parle, mais vraiment juste c'est un endroit où on pose des questions de nouveau. Si on se place dans une perspective historique et qu'on va regarder les débats pendant la constituante après la Révolution française et les débats de la constituante après la Révolution aux États-Unis, en fait le système représentatif, le système de délégation a été choisi parmi d'autres systèmes possibles pour instaurer une démocratie. Et les constituants très influents à ce moment-là, par exemple l'abbé Sieyès en France et d'autres personnalités, des pères fondateurs aux États-Unis, en fait étaient en faveur de la démocratie représentative pour justement trouver des mécanismes pour que le peuple, entendu dans sa globalité, ne soit pas systématiquement appelé à la gestion de la chose publique. Et que donc il y ait quelque part une classe politique qui se dégage de ce système représentatif, qui serait suffisamment éclairée, suffisamment au courant, suffisamment
au fait pour effectivement faire de la politique et faire la démocratie. Donc ces débats-là ont existé et c'est ce type d'arguments qui ont poussé à l'instauration du système représentatif plutôt que d'autres systèmes liés plus à la démocratie directe. Oui, on est quand même dans une vision assez élitiste, pour ne pas dire bourgeoise. Oui, en tout cas une volonté de délégation, ouais. Et c'est vrai que quand on lit les déclarations de certains de ces constituants, dont la BCS, il y a une forme de classisme et de rejet du peuple dans sa globalité, quoi. Et donc des constituants aux États-Unis aussi. Et donc dans ces questions-là, en fait, et les élections piège à con, Jean-Paul Sartre pose la question de savoir, en fait, est-ce que justement les élections ne permettent pas la perpétuation de quelque part de ce kidnapping du pouvoir politique du peuple à la faveur de la classe politique ou à la faveur des députés qui vont être élus. Et donc il se demande dans quelle mesure en fait les élections ne sont pas utilisées pour expliquer l'abandon par tous les citoyens et les citoyennes de leur pouvoir politique au profit de la représentativité. Donc à la CNAPD on ne dit pas n'allez pas voter, on dit juste allez voter puisque c'est le système dans lequel on se trouve actuellement et que c'est mieux de voter pour certaines personnes et pas pour d'autres. Mais restez vigilants parce que la démocratie elle se limite surtout pas à ça. Et il faut pouvoir revendiquer du pouvoir politique à d'autres moments qu'au moment des élections. Et c'est vrai qu'on peut faire toutes les manifestations qu'on veut, on peut faire toutes les pétitions qu'on veut, on peut faire tous les procédures en justice qu'on veut. Tout ça ne sera pas du pouvoir politique. Le pouvoir politique, chacune et chacun d'entre nous, on l'a qu'au moment où on va voter, et en fait on vote pour abandonner ce pouvoir politique. Après on a encore des capacités politiques, mais on n'a plus de pouvoir politique. Donc c'est ça les questions qui sont posées par élection piège à con. Voilà. Et donc dans cette perspective-là, on se rend compte aussi à l'intérieur de l'outil démocraquois qu'en Belgique, l'abstention, le vote blanc, le vote nul en fait grandit et monte en puissance. Alors qu'en Belgique, le vote est obligatoire. Donc potentiellement, si les gens vont pas voter, ils pourraient avoir une amende. Donc c'est pas rien. C'est plus facile, même si c'est un dimanche, d'aller voter plutôt que d'éviter une potentielle amende. Donc il faut avoir une réflexion sur en fait comment ça se fait qu'il y a de plus en plus de gens qui violent la loi finalement, en n'allant pas voter. C'est pas que des gens qui sont apathiques, qui sont fatigués, qui sont fainéants. Il y a aussi des gens, et on ne sait pas dans quelle proportion, mais il y a aussi des gens dans ces personnes qui ne veulent pas aller voter, qui le font par rejet, et par rejet pour des questions qui sont tout à fait légitimes, parce que justement, ils ne veulent pas symboliquement abandonner leur pouvoir politique. Et donc en fait, ce qu'on constate dans l'outil démocraquois et ce qu'on constate dans les faits, c'est qu'il n'y a aucune recherche académique, il n'y a aucune recherche surtout officielle, statistique par l'autorité politique en Belgique pour essayer de quantifier ce phénomène de l'abstention, alors qu'il grandit, c'est un vrai phénomène social. Donc pourquoi est-ce que les autorités politiques n'essayent pas de comprendre ce phénomène de l'abstention? Pourquoi est-ce qu'ils n'essayent pas d'identifier des profils de personnes qui ne vont pas voter? Est-ce que ces profils évoluent? Est-ce que les motivations initiales pour ne pas aller voter sont les mêmes aujourd'hui? Enfin, toutes ces questions-là, en fait, sont délibérément non traitées. On continue à dire dans le traitement médiatique de l'abstention que voilà, c'est l'apathie politique, ils n'ont pas rempli leurs devoirs, etc. Alors il y en a qui n'ont pas rempli leurs devoirs, mais il y en a qui en fait se sentent dans le devoir de ne pas aller voter parce qu'ils sont profondément démocrates. Et toutes ces questions-là, en fait, elles sont pas débattues. Et ça, c'est un problème qui est, pour nous, c'est un problème. Ouais, clairement, ouais. Un problème démocratique. Et donc ça, on dit à la CNAPD. Mais encore une fois, la CNAPD, c'est des associations membres, c'est les jeunesses politiques, donc c'est des gens qui sont engagés dans le processus électoral, le processus de vote et le processus politique le processus partisan. Donc on n'a pas de problème à avoir ce discours-là parce que en fait, de nouveau, on pose des questions dans la perspective d'une amélioration, en fait, et pour aller vers plus de démocratie, puisque pour nous, il y a la démocratie telle qu'elle existe maintenant, c'est la démocratie libérale, et il y a la démocratie utopiste, ça veut dire le moment où le peuple aura effectivement les capacités matérielles, les capacités structurelles et le pouvoir de effectivement participer avec les autres à l'élaboration des lois et à la gestion de la chose publique, quoi. Oui, donc la première étape, c'est le RIC, donc c'est-à-dire la possibilité de faire voter des lois, de refuser des lois, de révoquer éventuellement des élus. Et puis bon, effectivement, quand tu parles de démocratie utopiste, il me semble que
tu fais plutôt allusion à une démocratie vraiment directe où c'est vraiment les citoyens qui directement décident de la marche à suivre dans la cité, quoi. Après, il y a des expériences très concrètes de démocratie type utopiste, comme on l'entend plus à la CNAPD. On peut aller voir du côté du Chiapas au Mexique avec les zapatistes. On peut aller voir du côté du Rojava, donc dans le nord de la Syrie, où là, ils ont mis en place un système municipaliste, donc avec très hiérarchisé, mais qui est aussi des méthodes de démocratie directe. Donc, en fait, quand on dit démocratie directe, on peut penser à beaucoup de choses. C'est juste que dans l'imaginaire collectif, ça n'existe pas, ou alors ça existait à l'époque d'Athènes, quoi, et que depuis on n'a plus rien fait. Mais il y a des expériences démocratiques au Moyen Âge. Ça a traversé le temps, en fait. La vraie démocratie, dans le sens où les gens sont libres avec les autres. Oui, oui. Là, je fais une moue parce que effectivement, les citoyens, tous les citoyens étaient invités à la vie démocratique à Athènes, mais les citoyens c'était 5%. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais je veux dire dans le sens, les Athéniens en fait, ils vivaient pour les citoyens athéniens, donc pas ceux qui en étaient exclus, mais les citoyens athéniens, donc ceux qui avaient accès à l'agora, à la chose publique et tout ça. En fait, ils vivaient pour ça. C'était ça leur existence, c'était d'être libres avec les autres en fait. Donc il y a toutes ces perspectives-là maintenant qui ne sont plus possibles, comme on le disait tout à l'heure, dans notre structure capitaliste, la société de consommation, qui est de moins en moins possible, parce que la consommation prend de plus en plus de notre espace-temps. Donc tout ça, c'est un imaginaire à inventer, et qui c'est très difficile de l'envisager dans le cloisonnement de nos vies actuelles, quoi. Mais si on est des vrais démocrates, en fait, c'est des réflexions qu'on doit continuer à avoir. Oui, bien sûr. Oui, non, c'est des réflexions évidemment que les Gilets jaunes se font constamment. J'imagine. C'est clair. Et puis, pardon, je te coupe, mais il y a aussi des trucs très. On peut penser aussi au tirage au sort, toutes les questions de tirage au sort. C'est aussi des mécanismes qu'on pourrait envisager pour parler de plus de démocratie. Donc, dire, en fait, une personne qui n'a rien demandé à personne, en fait, est tirée au sort et on dit voilà, les 5 prochaines années, tu seras député. Cette personne-là, elle sera probablement pas très contente. Enfin, si c'était moi, par exemple, moi je serais content, mais la plupart des gens, je pense, ne seraient pas contents parce qu'ils ont d'autres projets dans la vie. Donc on atteint leur liberté en faisant ça, mais c'est pour une autre liberté. Donc c'est vraiment des questions qui sont très intéressantes en fait. Oui, là, on voit que la Belgique est assez en pointe dans ces matières-là. Enfin, les partis citoyens, ils ont beaucoup de voix. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont concédées par le pouvoir politique à Wallonie, à Bruxelles et même au fédéral. Il y a des possibilités de faire des pétitions donc pour être entendu par le politique. Il y a même des commissions mixtes qui ont été mises en place, je crois, à la région bruxelloise et à la communauté germanophone. Donc c'est oui, tout à fait. Voilà, c'est relativement limité, mais je veux dire, il y a vraiment des avancées qui sont faites dans nos institutions et dans nos pratiques, dans les votes des citoyens. Donc c'est vraiment important. Par contre, c'est vrai que quand on doit mettre ça en pratique, les gens ne participent pas trop. Il y a encore ce mur-là où, évidemment, on nous conditionne à juste aller voter et puis après, c'est tout, quoi. Oui, tout à fait. C'est un travail vraiment fondamental, mais de fond, quoi, au sens étymologique du terme, oui, tout à fait. Et donc, on ne peut pas se plaindre de la situation et ne pas s'impliquer dans la société, dans la vie politique. C'est super important. Et donc, il y a ceux qui veulent voter, en tout cas. Personnellement, moi, je suis né dans une démocratie, dans une dictature militaire que mes parents ont dû quitter. Il n'y avait pas d'élection. Donc, dans ces cas de figure-là, on mesure à quel point le vote, qui n'est sûrement pas parfait, et le système non plus, mais est quand même important. Après, effectivement, il y a la réflexion de Sartre. Mais donc, il y a un entre-deux, c'est aller voter, mais en s'abstenant. Comme par exemple le Parti Blanco. Alors, le Parti Blanco, donc on n'a pas de position officielle à la CNAPD parce que c'est tout nouveau et on n'en a pas vraiment parlé. Mais si on fait le lien avec notre travail dans Démocraquois, en fait, nous, on trouve ça intéressant de voir naître des initiatives qui questionnent en fait le système représentatif et qui questionnent aussi le non-traitement quasi total de la question des abstentionnistes, alors que c'est un phénomène qui grandit. Et donc, nous, on trouve ça intéressant. Donc, il faut savoir que lors des dernières élections,
l'abstention était si forte au niveau fédéral que si les abstentionnistes et les votes blancs et les non-votes avaient été portés vers un parti, ce parti serait le plus gros parti politique représenté au Parlement fédéral. Donc potentiellement, si tous les abstentionnismes, tous les gens qui votent blanc votaient pour Blanco, il y aurait aux élections précédentes, Blanco aurait été le parti le plus important, non représenté du coup, parce qu'ils s'engagent à ne pas se représenter et à laisser leur siège vide. Si j'ai bien compris, c'est ça. Et donc si ça peut permettre d'avoir un débat sur la question de l'abstention et de voir dans quelle mesure cette abstention en fait est justement extrêmement politique et pas apolitique comme on veut nous le faire penser, ce sera un beau progrès pour les réflexions citoyennes et la mobilisation autour de la démocratie au sens utopique du terme. Oui, c'est ça. Donc la reconnaissance des abstentionnistes est vraiment... Oui, si on veut dire qu'on a une démocratie, il faut que tout le monde s'exprime. Et donc il faut que ceux qui sont contre le système aussi aient une place dans l'hémicycle. Sauf qu'on parvient encore à nous dire que l'abstention, c'est pas une expression, c'est une non-expression. Et donc il faut pouvoir dire que l'abstention est une expression. Et tant qu'il n'y a pas d'études vraiment sur le phénomène abstentionnisme, en fait, on pourra lui faire dire n'importe quoi. Et donc dans le débat public, on préfère lui faire dire qu'en fait l'abstention, c'est une non-expression. Nous, on voudrait voir dans quelle mesure c'est pas une expression politique de s'abstenir. Non, c'est clairement une expression. Il y a beaucoup de gilets jaunes qui s'inscrivent tout à fait dans cette démarche-là, qui veulent plus de participation, mais qui ne veulent pas aller voter pour ne pas je trouve pas le mot, approuver le système, donc soutenir le système. Je crois qu'on a fait plus ou moins le tour. Il y a un autre dossier dont tu voulais parler, d'actualité ou... Peut-être une petite parenthèse, parce que là on est dans un momentum quand même assez important. Donc c'est sur la question des armes nucléaires en Belgique. Donc juste signaler ou rappeler qu'il y a une vingtaine de bombes nucléaires des États-Unis qui sont stationnées en Belgique depuis le début des années 60. Que les militaires belges sont formés et entraînés pour transporter et larguer ces bombes nucléaires si l'OTAN décidait de le faire. Avec des F-16 et avec les futurs F-35 que la Belgique a commandés, dont on parlait tout à l'heure. Et que ces bombes nucléaires, en fait, ce sont des B-61 et qu'elles vont bientôt être remplacées par des B-61-12, qui sont des armes nucléaires plus petites. Et donc potentiellement, une fois que ces B-61-12 vont venir remplacer les anciennes en Belgique, on parle donc ça devait être à partir de 2022, donc probablement qu'en 2024, ces nouvelles bombes nucléaires vont venir remplacer les anciennes ici en Belgique. En fait, ces bombes nucléaires diminuent le seuil en dessous duquel l'OTAN pourrait accepter d'utiliser une arme nucléaire. Donc elles sont extrêmement dangereuses et potentiellement... voilà. Et donc je voulais juste signaler ça, profiter de cette interview. C'est ce qu'on appelle les armes stratégiques ou... Tactiques justement. Tactiques. Celles qui sont, donc la Belgique on entrepose depuis 1962-63. Et donc là en fait les B-61-12, ce qu'on appelle des mini-nukes, donc ce sont des armes qui sont plus petites que les B-61, qui sont des grosses armes gravitationnelles. Elles sont plus petites mais elles sont potentiellement plusieurs dizaines de fois la détonation de la bombe Hiroshima et Nagasaki. Ah oui. Donc ça reste quand même... Mais en fait, il y a un guidage de queue GPS qui est rajouté sur ces bombes-là. Et il y a tout un argumentaire, quand on lit la doctrine militaire, la doctrine stratégique autour de ces armes-là. Si on s'y intéresse, on voit qu'il y a tout un argumentaire pour montrer qu'en fait, ce sont des bombes qui sont plus propres, entre guillemets, parce qu'elles sont plus précises, elles permettent de perforer, d'atteindre les abris atomiques en sous-sol et des choses comme ça. Et donc, tout cet argumentaire qui accompagne les B-61-12 en fait doit nous alerter sur le fait que on rend acceptable progressivement l'utilisation d'une arme nucléaire dans un scénario militaire et que cette arme soit petite, moyenne ou grande, ça reste une arme nucléaire et donc elle s'inscrit dans une toute autre doctrine militaire et donc si on attaque un pays avec une arme nucléaire, même si elle est plus petite, potentiellement ce pays est un pays nucléarisé aussi et donc il répondra par une arme nucléaire et donc on entrera dans une escalade militaire qui sera quoi qu'il arrive apocalyptique. Et donc voilà, ça c'est quelque chose sur lequel j'aurais bien voulu alerter, profiter de l'interview pour... Bien sûr. Donc si mes connaissances sont justes, donc en fait la doctrine française et aussi russe de l'usage des armes nucléaires, en gros c'est que si vous atteignez
nos intérêts vitaux, on vous balance la bombe, on vous atomise. Par contre, les Américains, eux, ils ont des mécanismes, donc c'est les armes nucléaires tactiques, tu me corrigeras si je dis, où en fait c'est une bombe nucléaire, mais c'est pas une vraie bombe nucléaire, en fait c'est un avertissement seulement, c'est ça? Non. Et donc ça permet une escalade, non? Ça permet une escalade, ouais. Donc tactique et stratégique, il y a plusieurs différentes, mais on peut mettre des différences aussi en termes de puissance de feu et tout ça. Les armes nucléaires stratégiques sont en général des armes de plus grosse puissance, et les armes nucléaires. En fait, pendant la guerre froide, il y avait même des mini-ogives nucléaires que les fantassins transportaient dans leur sac à dos, qui étaient aussi des armes nucléaires tactiques, puisqu'elles étaient sur le théâtre d'intervention. Donc maintenant, les armes nucléaires tactiques, c'est les armes qui sont entreposées en Europe, les armes des États-Unis. Il y en a d'autres de plus qualité. La Russie a des armes nucléaires tactiques aussi qui sont déployées à l'avant. Les armes stratégiques en général restent plus à l'arrière, ou bien elles sont sur des sous-marins, des choses comme ça. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui n'est pas juste dans ce que j'ai dit? Donc elles permettent l'escalade. Il y a un truc que tu as dit qui n'était pas juste, mais que c'est un avertissement. Oui. Donc l'avertissement, en fait, c'est. Enfin, pour les Américains, si on utilise une arme nucléaire c'est moins tactique, grave pour eux de lancer ça qu'une grosse bombe, une vraie bombe. Oui, mais il n'y a pas que les Américains. Donc, toutes les puissances nucléaires ont des armes de différentes puissances et des armes qui sont plus dans les scénarios tactiques, d'autres des scénarios stratégiques. Donc, tactique, c'est vrai. Le caractère tactique, c'est pour dire que c'est pour avoir un avantage tactique dans une stratégie militaire, tandis que l'arme stratégique, c'est vraiment pour dire, pour mettre tout le monde d'accord quelque part. C'est ça un peu l'étymologie de ces deux mots-là. Mais ça reste des armes nucléaires, qu'elles soient petites ou grandes, et donc elles s'inscrivent dans un scénario qui est nucléaire. Ce scénario, il va toujours vers l'escalade. Maintenant, les doctrines nucléaires sont différentes d'un État à l'autre, donc effectivement il y a des États qui disent voilà, si on accepte d'utiliser l'arme nucléaire à partir d'un certain seuil, donc toi tu parlais des intérêts vitaux, c'est possible. Il y a d'autres pays qui sont adeptes du no first use, on appelle ça, donc ça veut dire qu'ils envisagent d'utiliser les armes nucléaires, tout le monde l'envisage, sinon on n'en aurait pas, hein. Le principe c'est la dissuasion, elle est politique, donc c'est de dire qu'on est prêt à utiliser l'arme nucléaire, c'est la dissuasion. Il y a des pays qui disent qu'ils n'utiliseront pas l'arme nucléaire en premier. Les États-Unis ne font pas ça, mais il y en a d'autres qui ont signé ce traité No First Use. Donc voilà, il y a différentes questions qui viennent s'agglomérer, mais la logique reste la même, que quand on est dans une arme nucléaire, on rentre dans un scénario nucléaire qui est potentiellement apocalyptique, parce que ça va engager une escalade. Ok. Et donc, tu alertais sur le fait qu'on allait renouveler notre parc d'armes nucléaires. Donc on rappellera qu'une des plus grosses manifestations de l'histoire de la Belgique, c'était contre les armes nucléaires américaines au début des années 80. J'y étais. Organisé par la CNATL. C'est vrai? Ah voilà, ok, voilà. Donc, ok. Et un petit mot de la fin, peut-être à propos de Gaza surtout ou... Le petit mot de la fin, ouais, peut-être de rester mobilisé et vigilant. Tu marquais l'importance de parler directement aux citoyens, aux citoyennes ici en Belgique. On se rend compte qu'en fait, il y a moyen de faire beaucoup de choses. Toujours à une échelle variable, hein, mais que la Belgique a sa part de responsabilité dans la possibilité qui est donnée à Israël de continuer sa campagne militaire sur Gaza, et que il faut... Il y a différentes choses qui sont possibles pour révéler l'information sur la continuité du transit d'armes ou de la perpétuation des liens étroits entre la Belgique, l'Union européenne et Israël, et que ça c'est donné à toutes les citoyennes et tous les citoyens. Ils ne doivent pas se sentir démunis, il y a toujours moyen de faire quelque chose. C'est ça. Ok, merci beaucoup alors. Merci à vous. Je vous engage vraiment à aller voir le site du CNAPD où il y a beaucoup de matériel intéressant. Et je vous encourage aussi à réagir à cette interview, à cet échange, à nous faire partager vos réflexions intéressantes, vos remarques. S'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, que vous voulez revenir, n'hésitez pas. On est là pour ça, on est là pour susciter le débat. Et donc, vous votez ou vous votez pas, mais vous vous engagez. Et vous regardez les vidéos Thinker Jaune, donc on en a quelques-unes en préparation. Notamment, la prochaine, c'est sur une société sans argent. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus et à la prochaine.
On est ici devant l'entreprise Thales à Herstal. On est environ 70 activistes qui sommes devant OIP. C'est une entreprise qui participe à la production de certains matériels militaires vendus à l'armée israélienne qui est complice de génocide. Donc OIP qui est une entreprise qui appartient à Elbit Systems, qui est donc l'entreprise qui est le plus gros fournisseur d'armes à Israël et à ses politiques génocidaires. Donc aujourd'hui, ici, on est un collectif de personnes qui avons décidé de bloquer complètement l'entrée de l'entreprise. Donc aucun travailleur n'a pu rentrer, comme on peut le voir ici. Aucun matériel non plus ne peut rentrer. Donc il y a trois portes qui sont complètement bloquées par des activistes. Et donc on participe à notre échelle avec nos moyens à l'embargo qui doit être normalement imposé envers l'armée israélienne complice de génocide et de crimes de guerre. Et donc aujourd'hui on est en train de bloquer cette entreprise le plus longtemps possible afin d'alerter à l'armée sur ce qui se passe en ce moment à Gaza et en Palestine, sur le génocide qui a lieu en ce moment, et aussi pour signifier et signaler notre désaccord profond et notre révolte contre tout ce qui est production et transit d'armes vers Israël.